Merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci beaucoup, chers collègues, de m'accueillir dans mon ex-commission. Je suis ravi de vous retrouver. Je vais dire last but not least, pour utiliser une expression anglaise et pour évoquer ce Brexit. À l'initiative de la présidente Marie-Le Sarnez, il nous a fait sembler important aujourd'hui de faire une communication avec Pierre-Henri Dumont, puisque l'idée à l'origine, c'était de présenter un rapport sur la fin de la négociation aujourd'hui. Mais comme vous le savez tous, celle-ci continue et les négociateurs européens et britanniques ne sont toujours pas parvenus à un accord. Madame la Présidente, je me permets d'ailleurs de remarquer qu'il reste à peu près 15 jours pour que la Commission des Affaires étrangères investisse d'ailleurs dans une nouvelle carte, puisque celle-ci va devoir évoluer dans les jours qui suivent, quoi qu'il se passe sur la période de transition. La finalisation le 8 décembre dernier d'un accord de principe au sein du comité conjoint sur l'Irlande du Nord avait pourtant été aperçu par un signe encourageant des deux côtés de la Manche. L'Union européenne et le Royaume-Uni avaient décidé, dans le cadre du protocole nord-irlandais, qui était un élément de l'accord de retrait du 17 octobre 2019, d'établir une frontière douanière entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Il s'agissait de mettre en place, en mer d'Irlande, des contrôles sanitaires et phytosanitaires, de lutte contre la fraude, etc., concernant des biens destinés à la République d'Irlande en vue de protéger le marché intérieur. Cette solution permettait d'éviter la réintroduction d'une frontière physique qui aurait pu fragiliser la paix concrétisée dans les accords dits du Vendredi Saint. Le protocole nord-irlandais stipulait aussi que les produits entrant dans le marché unique depuis la Grande-Bretagne feraient l'objet d'une taxe s'ils provenaient d'un pays tiers pour lequel l'Union européenne prévoit des tarifs. Il restait toutefois à définir plus précisément le régime de ces contrôles douaniers. Un comité conjoint présidé par le ministre britannique Michael Gove et le vice-président de la Commission européenne Maroš Šefčovič avait pour tâche de trouver un accord sur ce point. L'accord de principe du 8 décembre porte notamment sur les points d'entrée et sur les postes de contrôle frontalier, sur la présence de fonctionnaires européens pour s'assurer de la réalité des contrôles douaniers effectués par les autorités britanniques, sur les critères permettant de considérer qu'un bien entrant en Irlande du Nord n'est pas à destination du marché européen, ou encore sur l'exclusion de l'agriculture et de la pêche du champ des règles concernant les aides d'État. Tenant compte de cet accord, le Royaume-Uni a déclaré renoncer aux dispositions législatives contraires au droit international et à l'accord de retrait, contenu dans son projet de loi controversé sur le marché intérieur, la Internal Market Bill. Ces dispositions, qui avaient été présentées par le gouvernement britannique comme un simple filet de sécurité, donnaient la possibilité effective au ministre britannique de prendre un certain nombre de mesures unilatérales concernant l'Irlande du Nord, ce que l'UE ne pouvait évidemment pas accepter. Le gouvernement britannique a présenté le 8 décembre également un véhicule législatif dit la Taxation Bill, qui a créé un cadre juridique d'application pour les droits de douane de l'Union européenne sur les marchandises arrivant en Irlande du Nord. Ces droits ne s'appliqueront aux marchandises arrivant en Irlande du Nord en provenance de Grande-Bretagne ou de pays tiers que si elles sont à destination de l'Union. En dépit de cette avancée du 8 décembre, les négociations sur le futur partenariat, c'est-à-dire le cadre de la relation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, continuent d'achopper sur 3 sujets majeurs qu'on avait évoqués la dernière fois, qui sont toujours les mêmes, que sont la pêche, les conditions d'une concurrence équitable, ce qu'on appelle le level playing field en langage bruxellois, et la gouvernance du futur accord. Il semblerait, d'après les informations dont on peut disposer, que quelques progrès étaient enregistrés sur la question de la concurrence équitable, mais que les positions sont encore très éloignées, sur la pêche notamment. Sur les autres sujets, la coopération judiciaire et policière, le transport, l'énergie, la participation au programme européen, les différences paraissent en revanche pouvoir être surmontées. Les deux parties ont décidé de prolonger une nouvelle fois les discussions, sans en fixer cette fois une échéance. Si vous me le permettez, je vais prendre maintenant les 3 points de contentieux principaux pour les évoquer un peu plus en détail. La préoccupation de l'Union européenne en ce qui concerne la concurrence équitable est d'éviter que son voisin, devenu un pays tiers à l'Union européenne, ne dégrade ses normes pour acquérir un avantage compétitif sur ses concurrents européens. C'est pourquoi elle souhaite, en contrepartie d'un accès au Royaume-Uni sans tarif et sans quota au marché unique, un mécanisme qui prévoirait une adéquation dans le temps entre les normes britanniques et les normes européennes. Les Britanniques refusent la mise en place d'un tel mécanisme, même s'il semble, d'après la presse, qu'il y a eu des ouvertures de ce côté-là.
La partie européenne souhaite qu'une autorité soit chargée de superviser et de réguler les aides d'État britanniques, comme la Commission européenne le fait de son côté. Et si le Royaume-Uni pouvait mettre en place un régime d'aide d'État subventionnant les coûts des investissements des entreprises, il en résulterait évidemment une divergence de compétitivité profonde entre les pays de l'Union européenne et le Royaume-Uni. Les Britanniques semblent n'admettre qu'une exigence de respect d'un certain nombre de principes généraux, ainsi que peut-être la création d'une autorité indépendante. Ils sont prêts à s'engager, mais de manière assez vague, à ne pas mener de politique industrielle interventionniste. Deuxième sujet clé et fondamental en ce qui concerne la position française, la pêche. Les eaux britanniques, comme vous le savez, sont évidemment très poissonneuses. Les pêcheurs du continent y réalisent une grande partie de leur capture. Et il est évident que nous sommes relativement dépendants de ces eaux britanniques en ce qui concerne notre secteur de la pêche. Il convient néanmoins de noter que la pêche britannique est extrêmement tournée vers l'export et que les Britanniques ont impérativement besoin de débouchés européens, à savoir de l'accès au marché commun. La partie européenne souhaite donc le maintien le plus large possible et sur une base pluriannuelle pour donner de la lisibilité à nos pêcheurs, de l'accès à ces pêcheurs aux eaux britanniques. Les Britanniques tiennent à prouver qu'ils ont retrouvé la souveraineté sur leurs eaux, qui est un impératif politique pour le Premier ministre Boris Johnson. Leur position, au moins au départ, consistait à proposer un système de négociation annuel de quotas de pêche avec un principe d'attachement zonal, c'est-à-dire la fixation des quotas au regard de la présence des espèces dans ces eaux et non au regard des captures historiques. Et la partie britannique semble rester assez intransigeante sur cette question. La presse s'est fait l'écho d'une demande du gouvernement britannique de dépêcher 4 navires de la Royal Navy pour faire respecter la souveraineté dans ces eaux, même si je crois que le secrétaire d'État aux Affaires européennes, Clément Beaune, a été assez clair qu'il ne fallait surtout pas se laisser emballer par la crise que la presse britannique essaye de créer au travers de ces annonces. Enfin, la gouvernance de l'accord. Sujet essentiel, l'Union européenne réclame un mécanisme de règlement qui couvre le cadre global de l'accord et qui ne se cantonne pas à un certain nombre de domaines limitativement énumérés. Elle souhaite que ce mécanisme inclue la possibilité d'adopter des mesures unilatérales, y compris la suspension totale ou partielle de l'accord de partenariat en cas de manquement à des éléments essentiels, notamment à l'obligation de concurrence loyale. Les Britanniques voudraient exclure de ce mécanisme les questions de level playing field et de pêche, alors même que ce sont les enjeux, évidemment, les plus conflictuels. Ils ne veulent pas non plus de clause de sauvegarde unilatérale au profit de l'Union. Ce serait même l'un des points qui susciterait le plus de réticence de leur part. Ils plaident pour un mécanisme de gouvernance proche de ceux figurant dans les accords commerciaux conclus par l'Union avec le Canada, le Japon. Aujourd'hui, aucun des deux partis ne souhaite prendre la responsabilité d'un échec et les deux partis continuent d'avoir un intérêt à trouver un accord. Les milieux d'affaires au Royaume-Uni poussent en ce sens, étant rappelé que près de la moitié des exportations britanniques sont aujourd'hui à destination du marché unique européen. Les États membres de l'Union ont également intérêt à trouver un compromis. Rappelons que la France a un excédent commercial de 12,5 milliards d'euros avec le Royaume-Uni, l'Allemagne a un excédent commercial de 32 milliards d'euros avec le Royaume-Uni. Cependant, le temps disponible aujourd'hui pour conclure un accord, le traduire et le faire ratifier avant son entrée en vigueur semble désormais marqué. Au terme de l'article 218 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il revient au Conseil d'autoriser la signature d'un accord, puis sur proposition du négociateur, d'adopter, après approbation du Parlement européen, une décision portant sur la conclusion de l'accord. Il paraît difficile de remplir toutes ces étapes d'ici le 31 décembre. J'y reviendrai. Une piste a été évoquée, celle de l'application provisoire du texte avec une ratification a posteriori par le Parlement européen en 2021. On sait que c'est une solution qui a été trouvée pour l'accord économique et commercial global avec le Canada, qui est pour l'essentiel appliqué à titre provisoire depuis le 21 septembre 2017, alors que sa ratification n'a pas été en revanche autorisée par l'ensemble des États membres. Il ne serait, quoi qu'il en soit, certainement pas possible de soumettre le texte à tous les parlements nationaux avant son entrée en vigueur. Nous avions demandé dans notre point d'étape devant la Commission des Affaires étrangères le 19 février que le futur accord soit soumis au Parlement des États membres pour ratification. Nous n'avons jamais reçu confirmation que ce serait le cas. Dans une déclaration du Conseil
et des représentants des gouvernements des États membres le 25 février, il a seulement été indiqué que, et je cite, « la question de savoir si le nouvel accord de partenariat sera conclu par l'Union ou par l'Union et ses États membres sera tranchée à l'issue des négociations ». Si aucun accord n'est conclu d'ici le 31 décembre, la période de retrait arrivera à son terme, mais les négociations sont susceptibles de continuer à se tenir ultérieurement avec le Royaume-Uni, probablement selon un rythme et des modalités différentes de celles des négociations en cours. Il est donc possible que le mandat de négociation avec le Royaume-Uni ne s'arrêterait pas au 31 décembre 2020, même s'il devrait être évidemment revu. Les mesures de contingence de l'Union européenne pour se préparer justement à cette possibilité. Le Royaume-Uni quittera tout le marché unique, l'union douanière, le 31 décembre prochain, quoi qu'il se passe. Des formalités douanières à destination du Royaume-Uni seront rétablies pour l'exportation et pour l'importation. La Commission européenne a déjà publié de nombreuses communications sectorielles pour aider les administrations, les entreprises et les citoyens à faire face aux changements qui s'opéreront. L'échec éventuel des négociations et donc l'absence d'accord de partenariat ne signifie pas l'entrée dans une jungle complète. Un certain nombre de questions ont été réglées, encadrées par l'accord de retrait du 17 octobre 2019. Les échanges de biens et de services se feront selon les règles de l'OMC. En ce qui concerne la France, la loi du 17 juin 2020 relative au retrait de l'Union européenne, au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, prévoit une habilitation du gouvernement à prendre par ordonnance un certain nombre de mesures rendues nécessaires en matière de contrats d'assurance, de placement collectif, de transfert de matériel de défense, etc., etc. Il nous a été confirmé que les projets d'ordonnance étaient prêts. D'autres domaines, en revanche, comme la pêche ou le transport routier et aérien, ne disposent pas de cadre alternatif. C'est pourquoi la Commission européenne a publié le 10 décembre des mesures d'urgence dites de contingence qui, faute d'accord, seront applicables au 1er janvier de manière limitée et temporaire. Elles devront préalablement être adoptées par le Parlement européen. Elles ne concernent que les secteurs qui seront touchés de manière disproportionnée par l'absence d'accord de partenariat. Le trafic aérien d'abord, pour éviter une interruption brutale du trafic aérien, la Commission propose de prolonger pour une durée de 6 mois les certificats de sécurité des avions afin d'autoriser une connectivité aérienne de base. Ne seraient concernés que certains services de transport de passagers ou de fret. Les compagnies britanniques pourraient continuer à survoler le territoire européen, mais seuls les vols décollant au Royaume-Uni et atterrissant dans l'Union européenne et vice-versa seraient autorisés. Les escales seraient interdites aux opérateurs britanniques, à moins qu'il s'agisse de faire le plein. Quant aux vols intracommunautaires, c'est un service que British Airlines ou EasyJet ne pourraient plus fournir. Ces mesures seraient valables si les Britanniques prenaient des mesures équivalentes pour le secteur de l'aviation européen. Deuxièmement, le transport routier. La Commission européenne veut s'assurer que les camions transportant de la marchandise, les autobus, les voitures à destination en provenance du Royaume-Uni puissent toujours circuler le 1er janvier. Elle propose donc de prolonger les certificats et autorisations au moins jusqu'au 30 juin 2021. Quant à la liaison ferroviaire pour le tunnel sous la Manche, évidemment un point clé de notre connexion avec le Royaume-Uni pour le continent entier, la France a été autorisée à négocier et à signer un accord international avec le Royaume-Uni pour maintenir le service. Enfin, la pêche. Les mesures de contingence prévoient de garantir l'accès réciproque aux eaux des deux parties pour les bateaux de pêche jusqu'au 31 décembre 2021. Un accord trouvé dans l'intervalle remplaçait cette disposition transitoire. Le gouvernement britannique s'est montré particulièrement réservé sur cette proposition, rappelant que Londres avait l'intention de reprendre le contrôle de ces eaux, pour reprendre la formule qui est chère au Premier ministre britannique, au 1er janvier, et qu'il n'accepterait pas d'accès à ces eaux incompatibles avec son statut d'État côtier indépendant.